Jet lag, là j'étais en Chine il y a 2 jours, hier j'étais à San Francisco, donc j'espère que je vais quand même faire un peu de sens. Ça va bien se passer, je pense. Oui. Je vais quand même vous raconter juste un petit peu la jeunesse du film parce qu'elle est assez particulière. En fait, j'étais au festival de Sitges il y a 2 ans et William Friedkin était l'invité d'honneur. Et j'étais en train de déjeuner sur le port et il était 2 tables derrière moi, il m'appelle à sa table. Alors, bien évidemment, j'y vais. Et en fait, j'avais mon film donc, sur la scène de la douche de Psychose à ce moment et il voulait me raconter des histoires sur Hitchcock. Et il a pris mon téléphone, il m'a mis son adresse email, il m'a dit écoute, envoie-moi un mail. Quand tu seras à Los Angeles, je veux t'inviter à déjeuner. Okay. Donc 3 semaines plus tard, j'étais à Los Angeles, on déjeune, et tout d'un coup, la conversation se retourne très vite sur l'Exorciste. Et il me dit, enfin, il commence à me parler de ses archives que personne n'a jamais vues, et il me dit, écoute, si jamais tu voulais faire quelque chose avec, je dis, what do you mean? Il dit, bah, écoute, lis-moi mon autobiographie, et si tu trouves un angle, fais-moi savoir. Donc, immédiatement, je me précipite, je lis son autobiographie qui est absolument fabuleuse, et ce qui m'est venu en tête, c'est que, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'Exorciste, et moi, je suis très intéressé sur le processus, en fait, artistique de William Friedkin. Et je lui ai dit, ce que j'aimerais faire, ça serait vraiment de rentrer d'une manière très approfondie sur les techniques, sur la philosophie en fait, et de structurer les interviews, je dirais dans le mode Hitchcock-Truffaut, où on fait toute une série d'interviews sur un nombre de jours, mais au lieu de se concentrer sur toute ta carrière, on va parler que de l'exorciste. Et donc, le film que vous allez voir, c'est en fait le résultat, c'est 6 jours d'interview avec William Friedkin. Et en préparation pour ce film, je suis parti dans un endroit un petit peu idyllique pour contrebalancer l'horreur de l'exorciste. J'ai pris l'exorciste avec moi et je l'ai regardé 30 jours de suite. Chaque jour pendant 30 jours. J'ai eu pas mal de cauchemars. Et voilà, enfin donc on a beaucoup parlé, je suis toujours très en contact avec lui. Et c'est un film que je crois qu'il va vous surprendre, qui est, bien évidemment, il y a certaines anecdotes, certaines histoires, je pense que vous connaissez déjà, mais on rentre vraiment beaucoup plus en profondeur dans, enfin c'est vraiment un portrait très intime de William Friedkin, et je crois que la scène finale vous surprendra un petit peu. Voilà, donc on sera là pour un Q&A. Enjoy the movie. Merci. Merci. La première question, en fait, ça va être comment on appréhende une personnalité comme William Friedkin qui, de notoriété publique, est quelqu'un qui parle abondamment, qui a aussi la réputation parfois d'exagérer un petit peu certaines situations, de les tordre un peu selon sa propre perception. Est-ce que, en d'autres termes, est-ce que parfois tu as dû effectuer un travail de contradiction où tu l'as laissé parler constamment, en fait, en écoutant ce qu'il avait à dire et en te faisant une idée parfois peut-être de la véracité des choses, mais en ne le contredisant jamais, puisque finalement c'était pas le propos en fait du documentaire, j'imagine. Ben, oui, en fait, ce qui est assez, je dirais, particulier avec un homme comme Friedkin, c'est qu'il a historiquement, je dirais, une certaine tendance au mythe. Il s'est créé en fait un petit peu sa propre mythologie, et je crois qu'il s'est aussi pas mal caché derrière, dans un certain sens. Mais pour moi, enfin, il y a vraiment quelque chose de très particulier qui s'est passé. Je crois qu'il m'a vu, enfin, on s'est vu 5 secondes, quoi, tu vois. Je crois que c'est ça qui lui a donné l'envie de m'inviter à la table, tu vois, 30 minutes plus tard, et il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas quoi, mais comme il le dit dans le film, il est extrêmement basé sur l'instinct. Et voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et à partir de ce moment-là, je crois que quand il s'est donné
enfin il s'est remis un petit peu dans mon bain en fait pour faire ce film. Il n'a jamais questionné. Hein. Il m'a jamais demandé une fois qu'est-ce que je faisais, comment j'allais le faire. Une fois, il m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu veux pas inviter à parler Linda Blair, Max von Sydow, Ellen Burstyn? Et je lui dis non, c'est pas du tout ce film que je fais. Il m'a dit ok, pas de problème. Il m'a jamais demandé de regarder des scènes. Il m'a même d'ailleurs, quand on avait envoyé le film à Venise, il savait qu'on l'avait envoyé, mais il a pas dit envoie-le-moi d'abord, je veux le voir. Et donc il a complètement fait confiance. Et je crois que enfin pour moi, c'est une question vraiment du rapport qu'on a, que je peux pas vraiment expliquer. Je sais pas d'où ça vient, parce qu'en fait, j'avais fait une demande d'interview pour mon film sur Psychose, sur la scène de la douche, et il avait refusé. Et il avait refusé d'une manière un peu très théâtrale, quoi. Et en fait, moi j'étais convaincu que j'aurais jamais l'occasion de lui parler. Je veux dire, l'idée qu'un jour il me donne l'opportunité de faire ce film, je veux dire, ça m'est pas venu à la tête, quoi. Donc, pour moi, c'était vraiment la clé, c'était ça, c'était le rapport, et c'était toutes les discussions qu'on a eues aussi entre les interviews. Parce qu'on a fait, comme j'ai dit, on a fait 3 jours au début. Non, pardon, on a fait 4 jours. On a fait 3 jours, après on a fait encore une journée. Mais entre-temps, il y avait beaucoup de discussions, il y avait des déjeuners, il y avait des appels téléphoniques. Voilà, et à chaque fois, je découvrais des choses supplémentaires. Et je crois qu'il y avait aussi vraiment un besoin, une envie chez lui de montrer comment dire, le William Friedkin un peu plus réel, plus vulnérable, moins la mythologie en fait. Ceci dit, il a toujours tendance, il a toujours des moments où on sent que voilà, il crée des choses qui ne sont pas complètement réelles. Et j'ai essayé vraiment d'épurer ça le plus possible et d'éliminer ça le plus possible pour pouvoir arriver à ça en fait. Est-ce qu'il y avait des moments ou des révélations pendant les interviews que tu as fait avec Friedkin que tu as personnellement trouvé les plus surprenants? Oui, enfin, pour moi le plus surprenant c'était Kyoto, parce que ça c'est vraiment le moment, c'est le truc, je m'y attendais mais pas du tout, quoi. Et de le voir, de voir ces émotions qui sortent, je me dis mais d'où ça vient, quoi. C'est complètement inattendu. Et ça m'a aussi frappé à ce moment-là que enfin, je veux dire, le moment où il m'a donné ce monologue, je savais que ce serait la fin du film, immédiatement. Et je savais aussi qu'il fallait absolument que j'aille à Kyoto. Et bon, ça c'est le genre de trucs qui arrivent quand on fait un documentaire comme ça, c'est des moments en fait magnifiques parce qu'on s'y attend pas du tout, et puis après on doit trouver un moyen d'y arriver. Mais il y a tellement de côtés surprenants aussi. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas dans le film ou qu'on n'a même pas filmé. Mais je me rappellerai toujours d'un déjeuner. Il m'avait invité à déjeuner une fois et pendant 2 heures, il m'a parlé de Beavis and Butthead. Et il est super fan de Beavis and Butthead, il adore. Et il est allé chercher dans sa chambre, il a en fait, Mike Judge avait on connaît Beavis and Butthead en France, c'est pas un petit peu. Ouais. Enfin, c'est l'humour, vraiment, c'est bête et méchant, quoi. C'est très... moi j'adore aussi, mais alors Mike Judge il avait demandé de lui enregistrer son voicemail dans la voix de Butthead, et il lui a fait un dessin en fait
Alors, sur le canapé, il y a Beavis Butthead, et puis au milieu, il y a William Friedkin. Et voilà. Enfin bon, et ça, c'est le genre de conversation, tu te dis, mais d'où ça vient, en fait, quoi. Donc, moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il est très... pour lui, il n'y a pas de, tu sais, de high art ou low art, il y a vraiment tout est de l'art, et il aime vraiment aller en profondeur dans tout, quoi, dans toute forme d'art, et ça... ses connaissances sur l'histoire de l'art, sur la musique, c'est incroyable. Et sa mémoire aussi, il n'y a pas une personne avec qui il a travaillé, il se rappelle de tous les noms, même des assistants, enfin c'est absolument phénoménal la mémoire qu'il a. Donc il y a beaucoup de choses très étonnantes avec lui. Je veux dire, je pourrais continuer de lui parler pendant des années. On s'ennuie pas avec lui. Ma question, elle concerne plus ton travail de réalisateur. Est-ce que justement, quelqu'un comme William Friedkin est inspirant quand par exemple il dit que lui préfère la spontanéité plutôt que la recherche de la perfection? Est-ce que, en ce qui te concerne, quand tu travailles justement une matière documentaire, tu préfères être dans le contrôle et la sûreté, ou est-ce que la spontanéité peut encore avoir sa place? J'imagine qu'elle a sa place dans les propos que peuvent tenir parfois certains réalisateurs ou intervenants, puisqu'on ne maîtrise jamais concrètement ce qu'ils peuvent dire. Mais est-ce que toi, tu laisses de la place à la spontanéité, ou est-ce que tes tournages sont justement extrêmement cadrés, découpés? Comment ça se passe en fait dans ton organisation? Bon, je suis très perfectionniste, ça c'est sûr, mais aussi c'est très important pour moi de rester comment dire, captif à ce que le film veut être. Et souvent on peut avoir une structure, on peut avoir une idée très claire de ce qu'on veut faire, et puis il y a des choses qui se passent qui font que le film veut être autre chose. Et si on n'écoute pas ça, à mon avis, on n'a pas le film qu'il faut. Le film précédent que j'avais fait, en fait, qui est aussi sorti cette année, Memory, donc sur Alien, est devenu un film complètement différent, fondamentalement, de ce que je l'imaginais au début. Et je crois que c'est devenu ça parce que j'écoute toujours. C'est en suivant non seulement le cours des choses, les interviews, ce que me disent les gens, mes recherches, et puis des coïncidences, des choses qui se passent dans la vie. Il faut écouter tout ça. Et il y a des moments où on se rend compte finalement que... et moi je crois vraiment personnellement qu'un film, certainement comme une peinture, comme une pièce de musique, je crois que ça a une vie en soi. Et que finalement les créateurs sont toujours un petit peu à l'écoute de ces vies qui ont envie d'exister. Et il y a des moments, pour moi, la magie se crée justement quand on pense pas trop et qu'on suit vraiment le cours de ce que le film veut devenir. Et à partir de ce moment-là, bon, je veux dire, il y a beaucoup de travail de préparation pour ça c'est clair. Je veux dire, c'est pas... on n'attend pas que ça nous tombe dessus, quoi. Je veux dire, c'est plus complexe que ça, mais à mon avis, il faut vraiment être à l'écoute et pouvoir aussi changer de direction quand il le faut, ce qui n'est pas toujours facile. Parce qu'une fois qu'on est dans un certain engrenage, c'est plus facile de dire non mais je reste sur cette voie, je ne vais pas dévier de ça. Et il y a des moments où il faut vraiment dévier. Et dans les documentaires que tu as réalisés, il y a vraiment dévié. Ah ben Memory a complètement dévié. On a fait les 9 premiers mois qu'on a tourné, on était allé dans une direction là-bas alors qu'il fallait aller là en fait. Et quand je m'en suis rendu compte,
les choses ont très vite commencé à marcher et le film est venu et s'est fait en fait très rapidement à partir de ce moment-là. Mais la plupart de ce que j'ai filmé pendant les 9 premiers mois, j'ai pas pu m'en servir. Il y a beaucoup d'interviews qu'on a fait, même pendant les 9 premiers mois, j'ai pas du tout pu les utiliser. C'était inutilisable. Du coup, est-ce qu'il y a des thématiques que vous regrettez de ne pas avoir inclus dans cette version, et est-ce que vous voulez nous en parler? Non, il n'y a pas de thématique que je regrette. Pour moi, la thématique du film, en fait, elle est dans sa première phrase. Everything in life is about the mysteries of faith or fate. Et toute la structure du film, tout ce qui est inclus dedans, est lié d'une manière comme d'une autre à cette idée. Parce que je crois que c'est le cœur de la philosophie de William Friedkin. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup d'idées intéressantes, passionnantes qu'il a partagées que j'ai pas pu utiliser? Ouais, il y en a plein. Je veux dire, il y a 6 jours d'interview, donc il y a énormément de choses vraiment qui auraient été chouettes d'inclure d'une manière comme d'une autre, mais encore une fois, qui ne marchaient pas dans la structure et dans la thématique de ce film. Et c'est ça qui est, enfin, pour moi, qui est très important, toujours, même de faire, je fais des films sur le cinéma, mais je fais des films assez pointus sur le cinéma, et pour moi, il faut être extrêmement pointu, extrêmement étroit sur une idée, sur un thème, et plus on est étroit, plus on peut dire. On peut d'aborder un film comme L'Exorciste, comme Psychose, comme Alien, comme n'importe lequel, Citizen Kane, d'une manière générale, on apprend quoi? C'est impossible à faire. Je veux dire, c'est absolument impossible. Moi, je pourrais passer ma vie à étudier la scène de la douche. Mais vraiment, et je pourrais même passer ma vie à faire des films complètement différents sur la scène de la douche. D'ailleurs, je vais en faire un autre un jour, complètement différent de 1752. Et c'est pas possible, c'est beaucoup trop vaste. Et quand on dit, bon d'accord, c'est qu'une scène de 2 minutes, ok, mais c'est une scène de 2 minutes qui contient complètement le cinéma de Hitchcock. Et qui contient, je veux dire, le point charnière un des grands points charnières de l'histoire du cinéma. Donc c'est impossible de se lancer dedans en disant bon, je vais faire un film général sur Psychose. Tout ça pour dire que oui, il y a toujours énormément de choses à faire. Il y aurait d'autres films à faire sur l'Exorciste, bien évidemment beaucoup de films à faire sur Friedkin. Ça, c'est celui que j'ai choisi de faire, et sur ce plan-là, je regrette pas du tout de ce que j'ai laissé. Par contre, j'aimerais bien qu'il y ait une distribution qui me permette de mettre peut-être l'intégrale des interviews comme bonus. Ça serait sympa. Déjà, merci et bravo. Je trouve que c'est un super bon film. Vraiment, vraiment. Alors, la question, c'était avec Friedkin, est-ce que vous avez travaillé dans une certaine, pendant les 6 jours, une chronologie du tournage ou du film? Est-ce que vous aviez un peu ce genre d'idée en tête? C'était vraiment par thématique, en fait. J'avais vraiment commencé à séparer les techniques, les idées de... En fait, c'était des sessions, on disait des sessions très... c'était des compartiments, en fait. Par exemple, la première journée, toute la première journée, on a parlé du prologue en Irak. C'était toute la première journée. Après la musique, c'était une chose. Comment aborder les acteurs, ses influences, enfin, etc. Donc c'était, je suis rentré dedans de cette manière, en fait. Et puis, bien évidemment, plus on creuse, il faut aussi suivre le cours de ce qui m'intéresse, de ce qu'il veut dire. Et puis, il y a des moments où il prend complètement par surprise aussi, quoi.
Moi, je me rappelle, je crois que c'était après 4 jours d'interview. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas utilisé dans le film. Mais on avait fait un déjeuner, et puis il m'a dit qu'une des plus grosses influences pour lui sur la réalisation, c'est le chef d'orchestre Carlos Kleiber, qui dirigeait en métaphore, en fait. Et j'ai dit, mais attends, on a fait 4 jours d'interview, et tu me dis maintenant que une des plus grosses influences, c'est Carlos Kleiber, toi, tu peux me le dire avant. Et donc, à Rebelote, on a refait... ça a été une des choses qui faisait que je devais le réinterviewer encore une fois. Et puis, bon, c'était super, on a beaucoup parlé de Carlos Kleiber, mais ça, c'est quelque chose qui ne rentrait pas vraiment, finalement, dans le montage, qui ne rentrait pas dans la thématique de ce film-là, donc on a décidé de ne pas l'inclure. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, et une autre question, est-ce que vous avez envie de continuer à analyser, à rentrer en profondeur dans des films cultes ou des scènes cultes, ou alors c'est une sorte de trilogie et vous voulez passer à autre chose? Oui et non. Enfin, là en ce moment, je suis en train de travailler sur un film sur John Ford et Monument Valley, qui est très spécifiquement une étude du cadrage et de la manière dont il utilise les monuments, l'iconographie en fait des monuments pour créer le mythe de l'Ouest. Donc ça c'est le film courant. Il y a un film, je ne vais pas dire de quoi c'est, mais il y en a un sur David Lynch que j'ai hâte de le faire. Il y en a un autre sur la scène de la douche, comme j'ai dit. Il y a plein de choses à faire. Pour moi, le prochain film que je fais, c'est toujours, c'est très organique. Je me pose jamais vraiment la question qu'est-ce que je vais faire. En fait, il y a quelque chose qui fait que c'est assez naturel. En fait, le film suivant, c'est quelque chose auquel je pense depuis un moment et qui se fait assez naturellement. Donc, mais ouais, il y a beaucoup de films que j'ai envie de faire, c'est sûr. Et pas seulement sur des films cultes non plus. Oui. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de structure en miroir qui apparaît que dans votre film. À partir de l'analyse du film par Friedkin, vous faites en fait une analyse que Friedkin lui-même, qui délivre ses références culturelles qui lui ont permis de construire tout son film aussi. Donc il y a un double trajet en fait entre le film et l'auteur. Donc c'est une démarche psychanalytique que vous avez voulu aussi engager dans ce portrait. Oui, je dirais rétrospectivement certainement, mais encore une fois, je crois que pour ça il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre le sujet et celui qui interviewe, et c'est pas quelque chose qui s'est fait tout de suite non plus. Mais il y a un truc assez particulier pour moi, et c'est marrant parce qu'il m'a dit quand je lui ai raconté l'histoire quand on parlait de comment on s'est rencontrés, etc., il m'a dit you are part of the fate of the Exorcist. Ce qui est quand même un drôle de truc à dire. Vous faites partie du destin de l'exorciste. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez particulier pour moi, c'est que bon, j'ai perdu mon père il y a 5 ans, et Friedkin me rappelle énormément mon père. Mais vraiment, dans les gestes, il
il y a des trucs, il y avait vraiment des moments où, quand je lui parlais, quand je suis en pleine interview, et vraiment j'ai des moments, mais je dis, mais merde, mais c'est mon père qui est devant moi. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, je crois qu'il y a vraiment une destinée, le fait qu'on était à ce restaurant à ce moment-là, enfin je veux dire à CJS, il y a 40 restaurants où j'aurais pu être à midi et ce jour-là. Ça aurait été très possible qu'on ne se soit jamais rencontrés. Si on ne s'était pas rencontrés ce jour-là, je ne pense pas que le film se serait fait. Bon, on peut spéculer, hein, ça c'est clair, mais cette idée du destin, j'y crois dans une certaine mesure. Et je sais qu'il y croit lui aussi. Ça fait partie des mystères. La manière dont ce film s'est fait, en tout cas, ça je peux dire sans aucune hésitation, c'est vraiment un mystère. Et le fait qu'il m'avait rejeté pour 1752, je voulais le rencontrer à Strasbourg 2 semaines avant CJS. Il voulait voir personne. J'avais même parlé à Daniel Cohen, que je connais bien, le directeur du festival. Il m'a dit, écoute, vraiment, il veut voir personne. Et puis, alors voilà, boum, je le rencontre à CJS. 3 semaines plus tard, on déjeune. Après, il me donne l'opportunité. 2 mois plus tard, on est en interview. Et il me montre le livre, donc c'est en fait la Bible de l'exorciste, quand il avait rejeté le scénario. Vous avez vu quelques images du livre complètement annoté de lui, c'est la première version de Friedkin, de l'exorciste. Alors il me montre le livre avec la dédicace de Brady, etc. Et alors, moi j'ai la chair de poule, bien sûr, quand je vois ça. Et je lui dis, écoute Billy, est-ce qu'il y a des possibilités que je puisse faire des scans pour le film? Il dit, prends-le, ramène-le-moi quand tu veux. Alors je prends le livre, tu sais, je le mets dans mon foulard, quoi. Je ne savais pas quoi faire avec ça, quoi. C'est un truc, c'est l'histoire, tu pars avec l'histoire du cinéma, quoi. Et on était dans un Airbnb avec toute l'équipe. Alors j'ai dormi avec le livre, je voulais que rien ne puisse lui arriver, quoi. Et je me réveille le lendemain matin, tu sais, à Los Angeles, c'était 6h du mat', le soleil commence à se lever, je prends le livre et je commence à, tu sais, regarder tout ça, toutes les notes de Friedkin. Et je me dis, mais, waouh, il y a 3 mois, je l'avais vu de loin à Strasbourg, et dans ma tête, je m'étais dit, ok, au moins j'aurais vu William Friedkin, mais jamais je le rencontrerai. Et 3 mois plus tard, je suis dans un Airbnb, et il me confie sa version originale de son script, en fait. Donc, voilà, est-ce que c'est un destin, coïncidence, j'en sais rien, mais il y a vraiment quelque chose d'assez bizarre qui s'est passé. Ouais. Et on va remercier du coup Alexandre d'être venu. Merci.